Bonjour, bienvenue dans Classé du Plus, salut Médoc. Yeah, Thierry. Ah voilà, c'est reparti. Donc on a déjà 15 jours, il y a 15 jours, on a fait une émission vraiment conséquente avec un petit peu le rattrapage de tous les gros titres de l'été. Et puis on avait pas mal de gros titres 18 Plus aussi sortis début septembre. Et donc là maintenant c'est bien, on est sur un rythme un peu plus posé. On va avoir en gros un blockbuster genre tous les 15 jours. Donc là, sur cette émission, ça va être Gears of War 3, bien évidemment. L'émission dans 15 jours, ce sera Rage. On aura ensuite, dans 15 jours encore après, Battlefield. Après, ce sera Call of Duty, etc. Donc ça se goupille bien. Ouais, on devrait même avoir parfois 2 blockbusters, genre par émission, donc tranquille. Mais on va voir déjà un petit peu le contenu de celle-là. Allez, je te laisse. On commence avec l'avant-première consacrée à Battlefield 3, à la bêta. Suivi d'un reportage sur Saints Row the Third, vraiment attendu. On aura ensuite la critique de Resident Evil 4 HD. Comme d'habitude, 3 minutes pas plus pour parler d'un jeu 3+. Showtime, bien sûr, la rubrique. Et on termine ce classé 18+, avec la critique en fait de l'émission, la critique de cette émission, Gears of War 3. Mais tout de suite, les news. Premier épisode de la saga House of the Dead exclusivement développé pour le marché des consoles, Overkill, sorti en 2009 sur Wii, fut une excellente surprise. Violent, vulgaire, ordurier et outrancier, le titre de Headstrong Games reviendra sur PS3 le 28 octobre dans une version Extended Cut avec quelques petits ajouts. Bien entendu, le jeu sera compatible avec le PlayStation Move et les graphismes seront retravaillés pour ne pas faire saigner nos yeux de plus en plus habitués à la HD. L'aventure sera rallongée de 2 nouveaux niveaux, dont un se déroulant dans le strip bar où travaille la sculpturale Varla Guns, ce qui offrira aux joueurs la possibilité de l'incarner pour la première fois aux côtés d'un tout nouveau personnage, la complètement débile Candice Reaper. De plus, Overkill proposera un mode en 3D relief accessible à tous. Pas besoin de télé 3D coûtant les yeux de la tête, puisque le procédé utilisé pour le relief est la vieille méthode de l'anaglyphe, c'est-à-dire avec les différences de couleurs. Le jeu laissera aux joueurs le choix entre différents types de combinaisons de couleurs, avec le rouge-vert, rouge cyan, ambre bleu, vert magenta ou rouge bleu. Mais ne vous inquiétez pas, vous n'aurez pas à vous embêter à découper des emballages colorés de bonbons, puisque Sega aura la gentillesse d'ajouter non pas une, mais 2 paires de lunettes dans la boîte du jeu. Quelques autres modifications par rapport à la version Wii sont à noter, comme les cinématiques légèrement retouchées ou quelques différences au niveau du scoring et des bonus à débloquer. Mais nous verrons tout ça plus amplement lors de la critique du jeu dans un prochain classé 18+. I swear, Caesar, I'm gonna shove this gun so far down your throat that I've gotta force my hand up your ass to pull the goddamn trigger. Le long et éprouvant périple d'Ezio arrive à son terme et prendra fin dans Assassin's Creed Revelations. Et à l'approche de sa sortie, Ubisoft multiplie les trailers, avec celui-ci par exemple consacré aux différentes armes que pourra utiliser Ezio. Vous aimez les kill moves? Alors vous allez en avoir, et pas qu'un peu. A priori bien conscient du faible buzz qui accompagne cet ultime volet de leur saga phare, après une présentation à l'E3 en demi-teinte, Ubi s'est également fendu d'une bande-annonce plutôt réussie consacrée à l'histoire du jeu, que nous diffuserons un peu plus tard dans ces news. Les joueurs PC pourront eux aussi aider le détective Phelps à résoudre ses enquêtes, car après un joli carton sur console de salon, le dernier hit de Rockstar s'apprête à sortir sur leur plateforme favorite. En plus de comprendre le jeu original, cette édition complète inclura aussi tous les DLC qui sont sortis depuis le mois de mai, comme les affaires The Naked City ou A Slip of a Tongue. Rockstar se rattrape donc auprès des joueurs PC après avoir laissé entendre que Red Dead Redemption ne sortira pas sur leur plateforme. Pour continuer avec les news un peu tristes, la Team Bondi, à l'origine de Hell & Noir, semble être en péril, le studio australien étant visiblement sur le point de fermer, d'après des informations obtenues par le site Gamasutra. Vous l'avez sans doute remarqué, en ce moment c'est la zombie fever. Les fans de George Romero ont donc de quoi se mettre sous la dent, car de Call of Duty à Red Dead Redemption, en passant par Dead Island, on retrouve des zombies un peu partout. En tout cas, si l'aventure de Frank West vous a plu, vous serez ravis de le retrouver dans Dead Rising: Off the Record.
Dans ce volet alternatif, le photographe tueur de morts vivants fera son grand retour et revivra l'aventure de Fortune City à la place de Chuck Green, le héros du deuxième épisode. Les développeurs annoncent aussi que Frank pourra de nouveau assouvir sa passion pour la photographie et prendre des clichés de ses victimes afin de gagner des points. Une fonctionnalité qui avait disparu dans Dead Rising 2. Name's Frank. Frank West. Plenty of people know you. You're the big shot from Willamette. You used to be a kind of a hero of mine. I found some evidence at the arena of a cover-up. I've got a feeling TK, the host of that game show, is involved somehow. What happened to the zombies out there? They went berserk. This is Frank West. Somebody lied to you. It's not over yet. You better start talking. Right now. Dans The Darkness, un FPS édité par 2K Games, il était possible de contrôler un héros habité par une entité démoniaque. En effet, en puisant dans le pouvoir du Darkness, Jackie disposait de tentacules démoniaques avec lesquels il pouvait par exemple arracher la porte d'une voiture pour se protéger ou bien balancer les éléments du décor à ses ennemis. Toujours en développement, sa suite semble évidemment suivre la même voie, la preuve avec cette vidéo de gameplay qui nous dévoile quelques-unes des possibilités bien 18+ qu'offrira le soft. Suivant la tendance actuelle qui fait du mixed martial arts un sport en vogue, Kung Fu Factory entre dans la course aux adaptations et vient de sortir Supremacy MMA. Exit les boules de feu et les furies, comme on peut en voir dans un Street Fighter ou un Mortal Kombat. Supremacy MMA est un jeu de type simulation où le réalisme des coups et des techniques est de mise. Évidemment, on ne parlerait pas de mixed martial arts si les combattants ne pratiquaient pas différents styles. Le roster du jeu est constitué d'un panel de lutteurs assez divers, allant du disciple de la Muay Thai à celui du kickboxing ou du karaté. Un mode carrière scénarisé permettra de suivre leur ascension jusqu'à leur heure de gloire, et ce sera à vous d'exploiter à fond les forces de votre discipline pour devenir le ou la combattante ultime. Au niveau des combattants d'ailleurs, il faut savoir que seule une partie d'entre eux existe vraiment. Les spécialistes pourront reconnaître quelques visages, comme ceux de Jérôme Le Banner ou James Pulver. Côté gameplay, le jeu est plus subtil qu'il n'y paraît. On peut parer les coups, les bloquer, faire des feintes, bref on dispose de tout un tas d'outils pour soumettre l'adversaire ou lui faire mordre la poussière. Il faudra cependant bien assimiler les bases et faire quelques matchs d'échauffement avant de valoir quelque chose contre l'ordinateur ou en ligne. En résumé, Supremacy MMA s'adresse avant tout aux véritables amateurs de lutte qui trouveront que les sensations de leur sport de combat favori sont plutôt bien retranscrites. Les autres seront vite refroidis par les animations raides que le soft propose et par sa technicité qui n'est en rien similaire à celle des jeux de baston plus classiques. Le jeu est déjà disponible, il ne reste plus qu'à voir s'il arrivera à fédérer le grand public comme son concurrent UFC Undisputed a su le faire. En attendant la critique qui sera diffusée dans le prochain Classé 18+, voici de nouvelles images de gameplay du fameux Rage, le FPS post-apocalyptique des créateurs du genre. Ces séquences de jeu, qui permettent de faire le tour d'un certain nombre d'armes, se situent dans le canyon des Chacals, là où une arche aurait fait surface. Pour préserver une partie de la race humaine de l'extinction, du fait de l'approche d'un météorite voué à s'écraser sur Terre, des arches permettant de maintenir en hibernation une dizaine de personnes ont en effet été enterrées un peu partout. Vous commencez d'ailleurs le jeu en sortant de l'une d'entre elles, seule, les autres n'ayant pas survécu. Post-apocalyptique, Rage l'est à 100%, avec ce que cela suppose de mutants et de références à Mad Max 2. En tout cas, y a pas photo, le moteur graphique du jeu est une petite merveille.
Voilà un jeu qui fait très peur. Initié il y a déjà un bon moment par le studio parisien Darkworks, le projet a été repris assez brutalement par les studios d'Ubisoft à Shanghai pour des raisons qui restent relativement obscures. En tout cas, ça ne présage rien de bon. Et on s'inquiète encore plus en découvrant ce nouveau trailer qui sort un peu de nulle part et annonce le jeu petit 1 pour la fin de l'année, petit 2 en téléchargement. Ça sent quand même la sortie à la va-vite, le scénario du jeu, lui, l'orient furieusement du côté du best-seller La Route de Cormac McCarthy. I'm gonna beat your skull like a drum. And for now, I am alive. On reste chez Ubi avec comme promis la toute dernière bande-annonce de Assassin's Creed Revelations consacrée à l'histoire du jeu. When I started this fight, I did not think it would span a lifetime. But I soon discovered it would span many more. Welcome to Constantinia, Ezio, the crossroads of the world. The truth, sought by the assassins who came before me, is still hidden. And their enemies still breathe. So my quest continues. Who are you, Messere? Do you work for the church? Not the church, no. I cannot rest until all has been revealed and my mentor's secrets are laid bare. The 5 keys to Altair's library. Niccolo brought them here and hid them. Fate may command I die before the answers are discovered. But an assassin takes orders from no one. None of you leave until the assassin is dead! C'était un secret de Polichinelle, Electronic Arts avait confié aux Suédois de Starbreeze le développement d'un reboot de la série Syndicate. Jeu de stratégie culte des années 90, signé Bullfrog, auquel a été consacré un Retro and Magic, Syndicate prend place dans un futur cyberpunk où des méga-corporations, les fameux Syndicates, se livrent une guerre sans merci par agents cyborgs interposés. Mais voilà, adieu la stratégie, le nouveau Syndicate emprunte la même route que XCOM en épousant un gameplay FPS à mi-chemin entre Deus Ex et Mirror's Edge. Les puristes qui attendaient un vrai Syndicate seront donc forcément déçus. Mais le jeu de Starbreeze a quand même des arguments pour lui. Une campagne solo que l'on nous promet viscérale, écrite par le romancier Richard Morgan, auteur de Carbone Modifié et Blackman entre autres, ainsi qu'un mode multi-coopératif à 4 qu'on imagine proche d'un Left 4 Dead. Certaines cartes multi seront même des remakes 3D de certains niveaux du Syndicate original, ce qui devrait être assez sympathique. Petite note pour finir, l'une des grandes idées de gameplay du Syndicate original était la possibilité de hacker les puces cérébrales des passants pour les transformer en chair à canon. Et on est heureux de voir que ce sera toujours possible dans ce reboot, ce qui semble indiquer que l'univers sera toujours aussi délicieusement amoral. Gardé dans l'ombre sans doute pour laisser passer l'ouragan Deus Ex, Syndicate devrait sortir en février 2012.
Kilo. Thank you for your service. Donc Thierry, je suis plutôt content de voir cette news Syndicate là. C'est Julien. On remercie Julien Pierroux qui nous a écrit les news. Exactement. Donc Julien qui est tout comme moi et tout comme certains d'entre vous j'imagine, à fond dans les univers cyberpunk et tout. Et donc moi ça fait plaisir parce que j'avais passé évidemment du temps sur les Syndicate, les Syndicate Wars, tout ça. Simplement là de voir que bon en fait on va avoir un FPS, ça me chagrine un peu parce que du coup j'ai peur qu'on perde cette ambiance, déjà le côté stratégie, même s'il n'était pas non plus flippant, je veux dire sur les Syndicate et Syndicate Wars, tu te contentais de frayer tout ce qu'il y avait, tu vois. Mais bon, là en l'occurrence en mode FPS, j'imagine qu'il y aura moins de stratégie et aussi quid du Persuadotron, cette petite machine qui permettait de convertir en fait n'importe quel passant et de le faire se battre pour toi, tu vois. Il ramassait un flingue par terre, puis il shootait là où tu lui disais de shooter. C'était cool. Qu'est-ce qu'ils vont en faire là dans ce FPS? Je sais pas. Je sais. Il y a un petit peu le syndrome XCOM. On en a parlé là, tu vois. XCOM aussi qui était un jeu stratégie, une licence forte, vue de dessus, avec un putain d'univers avec des très très bonnes idées et qui là aussi dans le prochain donc s'oriente vers le genre FPS. Je trouve ça un peu dommage, mais bon, tant que j'y ai pas joué, je vais pas faire ma pleureuse. D'accord. Donc tu t'inquiètes un petit peu. Ouais. Est-ce que tu t'inquiètes également pour Battlefield 3? Parce que là, il y a la bêta qui est sortie et genre a priori les retours sont pas forcément 100% positifs. Ouais. Mais bon, on va voir ça tout de suite. Inutile de rappeler ici à quel point la rédac de No Life tremblotait d'impatience et d'enthousiasme à l'idée de passer un petit peu de temps sur la bêta multijoueur du prochain Battlefield. Un feeling sévèrement accentué par la multitude de trailers plus galvanisants les uns que les autres dont nous a inondé EA depuis plusieurs mois. Et pour couronner le kiff, on s'est dit qu'on allait frayer sur PC, histoire de bénéficier de toute la puissance visuelle que le jeu a à nous offrir. La bêta présentée ici ne propose qu'une seule map en mode ruée, avec Paris et son métro pour décor. Les objectifs sont assez simples. Armer les bombes pour les attaquants et protéger voire désamorcer pour les défenseurs. On commence par choisir sa classe parmi les 4 disponibles. L'assaut tout d'abord fournit du soutien sur le front et peut même soigner et réanimer les soldats tombés grâce à ses medkits et autres défibrillateurs. Une fusion de classe par rapport à Bad Company 2 qui différencie assaut et médecin. Vient ensuite l'ingénieur qui s'occupe toujours d'abattre les véhicules ennemis à l'aide de mines ou de lance-roquettes. Une classe un peu moins utile dans cette bêta dans la mesure où les véhicules n'y étaient pas disponibles. Une absence regrettable soit dit en passant. La classe support, quant à elle, est nouvelle et permet de soutenir à base de mitrailleuses lourdes l'effort de guerre. L'occasion pour nous de découvrir cette nouvelle feature qu'est le tir de suppression. Concrètement, lorsque vous tirez en direction d'un ennemi à couvert, sa vision se voit altérée. Un handicap qui va dans le sens du réalisme et qui permet également de se faire des points d'expérience sans forcément toucher sa cible. L'éclaireur, enfin, occupe les mêmes fonctions que dans le volet précédent, du snipe et de la reconnaissance de loin. Et la possibilité de se mettre désormais à plat ventre dans Battlefield 3 rend cette classe redoutable. Une fois sa classe choisie et son soldat customisé, on fait la guerre. Et là, un petit feeling de déception s'installe. Un feeling que l'on espère attribuer à la nature de ce que l'on a sous les yeux, une bêta. C'est certes bien fait, ça pète dans tous les sens, mais ça n'est pas encore fini. Et à moins d'un mois de la sortie du jeu, ça inquiète. Les bugs d'affichage s'additionnent, le lag énerve tout le monde, et l'absence de véhicules chagrine vraiment. On sait, ou on imagine en tout cas, que ces désagréments ne seront plus présents dans la version définitive. Mais on reste tout de même déstabilisé par cette bêta très peu soignée au final. C'est d'autant plus étonnant que l'on s'attendait à avoir du lourd, compte tenu de la violente guerre qui s'apprête à sévir entre BF3 et le prochain Modern Warfare. Ces dernières années, les bêtas de titres vraiment attendus servaient plus à teaser, à faire monter et à entretenir le buzz qu'à tester la résistance des serveurs par exemple. Et là, on a juste l'impression que celle-ci a été lancée dans un but purement technique. Il en résulte donc un petit peu de déception et probablement quelques annulations de précommande. On continue tout de même d'espérer en avoir plein la gueule lors de sa sortie sur PC, 360 et PS3 le 28 octobre prochain, et on vous préparera évidemment une critique dans les normes en vigueur à cette occasion. Bon, Battlefield 3. Est-ce qu'on peut dire qu'a priori DICE a davantage soigné ses trailers que sa bêta? C'est juste évident. La bêta, bon, j'imagine que vous avez été nombreux à traîner un petit peu dessus,
que ce soit sur PC, sur 360 ou sur PS3, on a l'impression que c'est plus une phase alpha dans laquelle on a traîné. Hein. Parce que, enfin, pour moi, le principe de la bêta, donc qui se systématise un petit peu plus de plus en plus, tu vois, t'as de plus en plus de bêta qui arrivent. Pour moi, c'est censé un minimum, donc évidemment faire des tests, regarder si les serveurs tiennent, tout ça, mais aussi teaser un petit peu la jeunesse, lui donner envie de jouer au jeu dès sa sortie. Et là, avec Battlefield 3, c'est pas vraiment le cas. Je veux dire, le truc, il est ultra buggé, t'as qu'une map, tu vois quasiment aucune des nouvelles features dont on nous a parlé, donc c'est un petit peu inquiétant. J'espère que ça reflète pas la qualité du jeu. Parce que c'est un peu bizarre, parce que souvent, lorsqu'on parle de bêta, on pense aux bêtas, genre celles de Warcraft, Starcraft, etc., qui sont lancées bien avant la sortie du jeu et qui permettent en fait aux développeurs de peaufiner leur titre. Exactement. Là, c'est une bêta qui fait plutôt partie d'une espèce de relais promotionnel lié au jeu, donc c'est une démo normalement finie, consacrée à une petite partie du multijoueur du jeu. Et là, le titre va sortir incessamment sous peu, donc du coup, ça fait un peu peur par rapport au degré de finition du titre lui-même et du multi. Donc c'est vrai qu'on se pose des questions, et de toute façon, on devrait avoir des réponses super vite, donc on reviendra dessus, quoi. Carrément. Maintenant, on va voir un petit reportage sur une interview qu'on avait réalisée à l'E3 dernier, et donc consacrée à Saints Row the Third, et qui est, je crois même que c'était le président de Volition, donc tout simplement le big boss du studio de développement, qui nous parle du jeu. C'est à l'intérieur d'un avion, faisant partie des nombreux décors du stand THQ sur l'E3, que nous avons pu poser quelques questions à Dan Cermak sur Saints Row the Third. Actuel président du studio de développement Volition, créé en 1998 autour du jeu Free Space, Dan travaille depuis maintenant 26 ans dans l'industrie du jeu vidéo. Il a ainsi débuté en tant que programmeur autodidacte et trimé pendant 7 ans à son compte, pour finalement rejoindre à la fin des années 80 l'éditeur SSI, bien connu des amateurs de jeux de stratégie. Il restera plus de 10 ans chez SSI, gagnant une solide expérience qui le conduira à travailler pour Westwood Studios en 2000 et enfin Volition en 2003. Peu de temps avant l'E3, il devient président du studio après le départ de son fondateur historique, Michael Koulas. Avec les licences Red Faction et Saints Row, le studio se porte bien, d'autant qu'il a également dans ses cartons le fameux Insane, le jeu de Guillermo del Toro prévu pour 2013. Mais après la commercialisation en juin dernier de Red Faction Armageddon, tous les regards sont tournés vers Saints Row the Third, qui fait suite au Saints Row 2 sorti en 2008. Saints Row the Third is actually kind of a reset in some ways. We went back and revamped the graphics engine completely. We've changed the way we tell stories, so we have one long arc that's just a much deeper story. It's really with special moments in almost every one of them. It's really a different kind of storytelling for us. At the same time, we've also really worked hard on the stability of the game, so it's much cleaner. It's going to be really sweet that way. But the world itself is a brand new city called Steelport, and it takes that city is completely different than where we were before. It's beautiful, and it's really much higher level of lighting and across the board. And what we've really focused on is trying to create a world where we give you a lot more fun, a lot more toys, a dense gameplay. It's not about the size of the world and driving around forever. What's the deal? What's the deal? What's the deal? Bien évidemment open world, comme les volets précédents, Saints Row the Third s'inscrit dans la lignée des GTA avec une approche nettement plus décontractée. Pourtant, l'histoire ne semble pas avoir été pour autant négligée. A lot of games out there give players a story that they kind of control everything, and we have that with our missions. We'll put you through a series, or you can be the designer yourself with all the tools and the weapons and the vehicles that we give you to allow you to customize everything. It's just very deep, very deep. It's another level up over Saints Row 2. Il est clair que les bandes annonces et les démonstrations auxquelles nous avons pu assister font peu de mystère sur le côté over the top, n'importe nawak, de ce troisième volet. Ça, personne ne pourra prétendre le contraire et les exemples de délire au mauvais goût assumé ne manquent pas. Basically, I can talk about a dildo bat. I mean, we have a 5 foot tall, long dildo bat that you can use to beat people up with. You're not going to find that anywhere else. We have a mana pole. You can suck people into this big cannon and shoot them across the city. It's like, there's just crazy things. We're not trying to be real, we're trying to have fun. Il est évident que les game designers ont dû bien s'amuser à créer tous ces gadgets et autres objets interactifs permettant de faire tout et n'importe quoi dans la ville de Steelport. It's just a lot of just mess around and talking about things. They just come from different people in the team too. It's not like one guy is doing all this. It just comes from across the board, and we'll go, yeah, let's do that. Let's go there. That's great. So it's still got a really deep story. Like I said, we've got the Saints who now are on top of the world. They aren't
gang members anymore. They are the top of the world. They have movies, there are drinks named after them, they have bobbleheads, they have all this stuff, and they're very rich and very famous, but they're still criminals. Des criminels tout-puissants qui se pensent intouchables dans la ville de Stillwater, après avoir éliminé tous les autres gangs au cours de la campagne de Saints Row 2. Ils pensent ainsi être tranquilles en dévalisant une banque, sauf que leur plan foire et les voilà derrière les barreaux, où les Saints apprennent que la banque en question appartient à un puissant syndicat du crime. Un syndicat auquel ils sont livrés par les forces de police de Stillwater et qui s'emparent de leur business. Résultat, le gang débarque à Steelport bien décidé à se refaire une santé et à se venger. Et si l'interview de Dan Cermak a été réalisée dans la réplique d'un avion, ce n'est pas pour rien. This is Mission 2. Mission 2 takes place in a plane. It wasn't not an executive jet. It's in a huge plane. It's like a 747. That size. It's really big. And the concept is that's where the syndicate is operating, and he's trying to talk you into joining them. So you have to fight your way out of this plane. And then there's skydiving battles, and it's pretty over the top. 3 ans de travail et plus de 100 personnes ont été nécessaires pour réaliser ce qui s'annonce comme le plus gros délire vidéoludique de cette fin d'année. We're different. You look around the market now and the game business now, and a lot of it's gone to the same thing. There's a lot of first-person shooters, a lot of combat kind of thing like that, third-person action games, and that's basically it. And they're all really serious. Sérieux, c'est vrai, n'est pas le mot que l'on utiliserait pour décrire Saints Row the Third. Et c'est sans doute l'une des raisons pour lesquelles on attend impatiemment ce titre prévu pour le 25 novembre prochain. Bon, voilà un jeu qu'on attend impatiemment, qui va sortir en novembre, donc un des blockbusters dont on parlait justement au début d'émission. Et maintenant on va attaquer un autre morceau, donc une critique cette fois-ci, consacrée à une de ces nombreuses conversions donc d'un titre ayant genre une forte réputation et qui débarque en haute définition. Bah voilà, cette fois-ci c'est Resident Evil 4. Et donc qui sort sur PSN et Xbox. Donc qui sortent, c'est du téléchargeable, mais c'est dans le cadre des jeux à la demande. Donc du coup c'est pas un petit prix, c'est un prix quand même relativement conséquent, autour de 20 € et non pas autour des 10-15 € auxquels on trouve habituellement les productions de XBLA. Tout simplement parce que c'est pas un jeu XBLA, c'est un jeu à la demande. Donc voilà, on va voir tout de suite la critique. Tous ceux qui ont joué vous le diront, Resident Evil 4 est une véritable bombe. Qui, en 2005, aurait deviné que ce jeu allait devenir le nouveau standard des third-person shooters et être une source d'inspiration pour toute une génération de successeurs. L'influence qu'il a eue sur les TPS et les jeux d'action en général a été si grande qu'on peut même se poser la question qu'aurait été Dead Space sans Resident Evil 4. Long, beau et surtout très rythmé, il a su à l'époque de sa sortie donner un second souffle à la GameCube, alors en sérieuse perte de vitesse. Beaucoup de joueurs considèrent d'ailleurs qu'il fait partie des plus beaux jeux de la console, aux côtés de Zelda Twilight Princess. Pourtant, malgré ses qualités, c'est l'épisode qui a divisé les fans, car c'est celui qui a amorcé un changement que tout le monde n'a pas apprécié. Qu'est-ce qui fait d'un Resident Evil un Resident Evil ? On a d'un côté des zombies bien sûr, et d'un autre un héros ou une héroïne qui lutte pour sa survie dans des espaces confinés et des couloirs exigus. Ajoutez à cela une société complotiste, des énigmes à résoudre, puis un ennemi à lunettes noires, et vous avez la recette d'un survival horror qui marche depuis 1996. Et bien ici, même si Umbrella Corporation et Wesker sont vaguement présents, tout cela a disparu. Dans Resident Evil 4, tout est si intense et rapide que les sentiments de peur et d'oppression typiques de la série passent au second plan. En gros, on est toujours dans un Resident Evil, mais la peur n'est plus au cœur du jeu. D'ailleurs, on entend souvent dire de Resident Evil 4 qu'il est un excellent TPS, mais un mauvais survival horror. Un comble pour la licence qui a fait frissonner des millions de joueurs depuis l'époque de la PlayStation. Enfin, même si le déroulement du jeu n'a plus grand chose à voir avec les précédents volets, Resident Evil 4 n'en reste pas moins un des jeux les plus marquants et novateurs de ces dernières années. Son succès a été tel qu'on a pu le retrouver sur presque toutes les plateformes, iPhone compris. Aujourd'hui, soit 6 ans après sa sortie, Resident Evil se réinvite dans nos salons dans une version HD en 720p. Mais avant de parler de ce que cette édition apporte de neuf, faisons d'abord un bref retour sur le scénario. Vous incarnez Leon Kennedy, le héros du deuxième épisode, qui est devenu entre-temps un agent secret des États-Unis. Votre boulot est simple, comme tous les agents secrets, vous êtes chargé de sauver la fille du président qui a eu la bonne idée de se faire capturer.
La jeune Ashley aurait été aperçue pour la dernière fois en Espagne, aux abords d'un village peuplé d'habitants devenus fous. C'est donc dans ce coin perdu de la campagne espagnole que commencera votre quête pour la retrouver. Voilà, c'est court, mais c'est bien sur ce pitch qui pourrait tenir sur un timbre-poste que commence Resident Evil 4. Il faut avouer qu'on a déjà connu plus original et moins cliché comme scénario. Mais si Resident Evil 4 est devenu aussi culte, ce n'est pas grâce à son intrigue digne d'un mauvais film de série B. My name's Leon. I'm under the president's order to rescue you. What? My father? That's right. And I have to get you out of here. Now come with me. C'est bien du côté du gameplay que le jeu excelle. Exit les plans fixes et les personnages complètement raides. La caméra est désormais derrière l'épaule et Leon a suivi un entraînement de combattant d'élite, le rendant plus agile que jamais. On court, on saute d'un immeuble en cassant une vitre, on administre des coups de pied fulgurants aux ennemis après leur avoir tiré une balle dans la jambe. Toutes les scènes d'action s'enchaînent et vous n'aurez aucun instant de répit. Il faut rester constamment en alerte car des quick time events peuvent même se déclencher lors des cinématiques. After you. En louper une est souvent fatale. Bref, vous l'aurez compris, dans Resident Evil, ça bouge énormément et les manières de se débarrasser de ses ennemis sont aussi nombreuses que jouissives. Seulement voilà, 6 années se sont écoulées depuis sa sortie et d'autres jeux ont depuis repris et amélioré son concept. Si vous avez connu Dead Space ou Gears of War, vous serez vite surpris par certaines mécaniques de jeu qui ont mal vieilli, comme l'impossibilité de tirer en marchant par exemple. Alors, au final, que vaut ce remake ? Que ceux qui s'attendent à une refonte totale des graphismes soient prévenus, Resident Evil 4 HD n'est qu'une conversion du jeu en 720p, comme on a pu le voir récemment avec Ico et Shadow of the Colossus. Le jeu apparaît plus lisse, plus propre et moins baveux qu'à l'origine, mais globalement c'est tout. On notera bien sûr l'apparition des incontournables succès et trophées, mais ne vous attendez à aucun bonus exclusif à la version qui était sortie sur Wii. D'ailleurs, sur la console de Nintendo, il était possible d'utiliser la Wiimote pour contrôler Leon et viser avec plus d'efficacité. Eh bien, on oublie cela. Avec RE4 HD, on revient au contrôle rigide et peu instinctif de la manette classique. Y compris sur PS3 où le titre ne gère pas le PlayStation Move, ce qui est bien dommage. Même ceux qui ont terminé le jeu des dizaines de fois auront droit à un petit temps d'adaptation avant de pouvoir éradiquer du plagas avec classe. Au final, RE4 HD apparaît comme un portage facile, sans grand intérêt pour les joueurs qui l'ont déjà fini de fond en comble. On se doute que ces derniers connaissent déjà tous les rouages du jeu et qu'ils ont sûrement une version boîte qui traîne encore au fond de leur placard. Alors, est-ce que les joueurs seront prêts à dépenser le prix fort, soit une vingtaine d'euros, pour un jeu qui ne se différencie que par ses textures lissées? La réponse est probablement non. Il n'empêche que Resident Evil 4 reste un classique incontournable, et si vous faites partie des rares chanceux qui ne l'ont pas connu, vous pouvez foncer sans hésiter. Resident Evil 4 est un jeu à faire absolument, et vous pourrez être sûr que vous n'en ressortirez pas indemne. You okay? Leon, what's gonna happen to us? Don't worry. We got into this mess. We can get out of it. T'as eu systématiquement, tu vois, au niveau des conducteurs, comme quoi, genre, c'est quand même un gros travail de préparation. 3 minutes pas plus, c'est qu'elle est pile poil après, tu vois, genre le moment un peu de stress. Genre, tu vois, sur le contenu, là, on vient de voir, tu vois, Resident Evil, là, il y a du stream, etc. Et là, paf 3 minutes pas plus pour parler d'un jeu 3+. Et en plus, c'est un titre WiiWare. Donc, et le WiiWare, bon, c'est ce que je dis un petit peu au début, c'est un peu la cata en ce moment, il n'y a plus rien. De toute façon, la Wii, on s'inquiète globalement, puisqu'on attend quoi? On attend Zelda, on attend ensuite on attend Zelda, on attend Kirby, on attend Go Vacation éventuellement. Donc il y a quelques titres, mais il n'y a quand même pas grand-chose. Là, j'entends des ricanements genre derrière la caméra, mais Go Vacation, potentiellement, ça peut être une espèce de Wii Sport réussi. Donc voilà, à voir, à voir. Bah tu nous feras peut-être un 3000 pas plus dessus du coup. Il y a des chances, ou alors si ça vaut le coup, une critique développée dans 100%, on verra. Mais tout de suite... c'est toi qui t'y colle, juste. Non, pas de souci, moi j'adore. Moi Wii Sport, je suis hyper fan, hein. Wii Sport Resort et tout, j'adore. Et ce 3000 pas plus, c'est consacré à un bon jeu en plus, sympa.
Ça faisait un petit bout de temps que l'on n'avait pas fait de jeu WiiWare dans 3 minutes pas plus pour parler d'un jeu 3+. Ce qui est normal vu l'état de désolation assez navrant de la plateforme de téléchargement Nintendo. Une vraie cata. Alors lorsqu'on a découvert qu'un titre qui n'était ni une adaptation de jeu mobile, ni un exercice pour élèves de CM2, ni un jeu d'éveil pour les plus petits allait sortir, on s'est jeté dessus, comme des morts de faim, pour finalement découvrir un jeu d'arcade réflexion réellement intéressant. Escape Vector se présente comme un mélange entre Pac-Man et Kix, le tout dans une ambiance résolument Tron, qui rappelle d'ailleurs le minigame de hacking du dernier Deus Ex. Vous dirigez en effet une entité appelée Vector, enfermée dans le processeur de votre ordinateur, alors qu'elle tente d'échapper au système de sécurité du CPU. Le jeu est ainsi doté d'un scénario, l'entité ne cessant de tripatouiller du code pour améliorer ses capacités et tenter de recouvrer la mémoire. En revanche, tout est en anglais. Vous dirigez donc Vector, une espèce de vaisseau en forme de boomerang sur des lignes blanches, l'objectif étant de faire le tour complet du réseau afin de colorer les lignes et ainsi capturer des cellules de taille variable. D'où le côté Kix. Une fois toutes les cellules capturées, une porte de sortie apparaît pour vous emmener au réseau suivant. Bien sûr, tout se complique très vite via l'apparition de tourelles de défense, de portails à activer et désactiver, dont certains mortels, et de sentinelles évoluant sur les lignes. D'où le côté Pac-Man. L'entité dirigée acquiert rapidement de nouvelles capacités qu'elle ne cesse d'améliorer, comme la possibilité d'enclencher un boost ou de faire exploser des bombes de proximité pour détruire les sentinelles. Afin d'acquérir une bombe, il faut encadrer totalement une cellule. La jauge de boost se remplissant quant à elle en colorant de nouvelles lignes. Si les premiers niveaux laissent un rien sceptique, on se prend très vite au jeu, d'autant que le challenge se corse rapidement. Vector ne possède en effet pas de vie, et s'il se fait détruire, il faudra reprendre le niveau depuis le début, certains réseaux étant particulièrement longs et tortueux. Un système de médailles vient également récompenser le joueur en fonction de ses performances, la notion de scoring étant très développée. Escape Vector se joue avec la manette classique ou la Wiimote tenue à l'horizontale. On peut lui reprocher quelques menus défauts comme de petites baisses de framerate et une lisibilité parfois limitée, la caméra zoomant et dézoomant d'elle-même. Il est bien sûr possible de dézoomer manuellement, mais avec le bouton B, ce qui n'a rien de pratique lorsqu'on retient la Wiimote à l'horizontale. Mis à part cela, le studio australien No nous offre là le premier jeu WiiWare digne de ce nom depuis un bon bout de temps, et c'est avec une certaine impatience que l'on attend le second chapitre des aventures de Vector. Même si finir le premier demandera pas mal d'efforts et de concentration, d'autant que de nombreux niveaux cachés peuvent être débloqués. Des niveaux bonus sont même accessibles à tous les joueurs qui ont acquis le précédent et premier titre du studio sur WiiWare, Pop, sorti en juillet 2008. Il y a vraiment quand même un gros travail sur les conducteurs. Là, on vient de voir 3 minutes pas plus, donc la tension est un peu retombée et là, on va la faire remonter direct avec Showtime. La tension sanguine. C'est une question de rythme, tu vois, c'est une mise en scène, genre avec tu vois, où tu places exactement les différents sujets. C'est du gros taf. Ah non, mais c'est du RPS que tu nous fais, Thierry, tous les 15 jours. Ouais. C'est assez flippant. D'autant plus que le Showtime qui va suivre est très très fort de café. Donc, je vous demande tous de regarder Showtime là. Ça arrive. Fort de café, prison pour moi ou fort de café Non, personne ne devrait aller en tôle ce mois-ci. D'accord. A priori. Pour le Showtime de ce mois-ci, je me suis personnellement laissé carte blanche. Une carte d'une blancheur hallucinante même. Erreur, grossière erreur, penserait alors un rédac chef, un directeur des programmes ou bien un président de chaîne. Pourtant, c'est dans le soft que je vous emmène aujourd'hui, avec 3D Custom Girl. Développé par Tech Art 3D, ce petit jeu, si on peut appeler ça un jeu, vous invite à créer une femme virtuelle à l'aide d'une quantité impressionnante de paramètres. Suffisamment impressionnante en fait pour satisfaire la quasi-totalité des tripes qu'un jeune en pleine possession de ses hormones est susceptible d'imaginer. Alors évidemment, on ne peut pas concevoir son personnage de A à Z, mais facilement de A à Q. Ok, elle était easy celle-là. Mais comprenez-moi, lorsque l'on a affaire à un produit comme 3D Custom Girl, on peut difficilement s'empêcher de s'inscrire dans un processus de ribauderie de level 1. Et tout ici est fait pour stimuler la canaille qui est en chacun de nous. On peut par exemple déterminer la taille des boobs, gérer les décors genre à l'école ou à la plage façon Lovina, rentrer dans un mode voyeur grâce à la gestion de la caméra. On peut aussi donner dans le moé à base de Shimapan. Vous savez, ces culottes rayées blanches et bleues qui font bizarrement un carton là-bas. Bref, on peut partir dans des délires bien spécifiques. Une fois terminé, il est temps de s'amuser à taquiner la coquine là où ça fait virtuellement plaisir. Le dos, les cheveux, les autres endroits... C'est mignon, et ça reste à peu près soft. Rien à voir avec sa réaction quand on essaie de lui rouler un sac par contre. Là, c'est juste dégueulasse.
Bon maintenant, si l'on considère ce 3D Custom Girl comme une alternative sérieuse à une présence féminine quelconque, ça peut devenir super triste. Triste et inquiétant, mais triste surtout. Et ce n'est évidemment pas la couleur que je veux donner à ce Showtime, ni au Showtime d'une manière générale d'ailleurs. C'est la raison pour laquelle on va rendre le délire un peu plus interactif. Depuis le début de cette rubrique, les plus attentifs d'entre vous auront remarqué que je me suis efforcé de créer des personnages virtuels plus ou moins connus. Animés, mangas, jeux vidéo, j'ai tapé dans tout. Saurez-vous retrouver tous les noms? Bon, certaines héroïnes sont pas forcément super ressemblantes, mais j'ai fait ce que j'ai pu. Ah, et puis pour pimenter la tâche, je les ai mises en situation. Bah ouais, parce que figurez-vous qu'une fois créés, on peut les besogner les jouvencelles. Voilà, ça c'est du piment oiseau même. Et doublement relevé par un nombre de positions plutôt variées, allant du familier doggy style à l'audacieux reverse cowgirl, en passant par les classiques douceurs buccales. Et le truc nice, c'est qu'on n'a même pas besoin de flouter. Le jeu dispose de ses propres mosaïques. Elle est belle ou elle est pas belle? Elle est belle. Bon, je vous laisse vous rincer l'œil. Moi je vais me remettre à FF8. On se retrouve le mois prochain. On va maintenant voir le gros morceau, la critique de Gears of War 3. Donc tu y as joué, j'ai joué. Peu, ouais. Et bon, on va pas spoiler non plus la critique, mais c'est là que les premières impressions, c'est-à-dire quand on prend en main le jeu, quand on commence l'acte 1, là on va parler vraiment de la partie solo, c'est un peu décevant. C'est moins épique. Le 2 par exemple, ça commençait genre c'était la guerre totale, t'avais des tanks partout, tu t'étais sur des véhicules, tu shootais des trucs énormes, etc. Et là tu commences sur un bateau avec des cultures de citrouille au-dessus. Et genre c'est un peu... bon, ça pète un peu, mais c'est moins... je sais pas, c'est moins galvanisant qu'effectivement le début des deux premiers. Donc on va voir ce que donne la critique. Et genre il y a quand même pas mal de points d'interrogation. Trois années séparent Gears of War 2 de Gears of War 3, sachant que les deux premiers jeux de la trilogie étaient sortis avec 2 ans d'écart. Un temps de développement plus important qui nous laissait augurer d'un jeu peaufiné à l'extrême, d'un final en apothéose. La saga Gears a tout simplement révolutionné l'approche du third-person shooter, comme Resident Evil 4 avant lui et Vanquish plus récemment. Elle a posé les bases d'un cover system à la fois dynamique et instinctif, renforçant avec force et fracas l'immersion du joueur lorsque son personnage finit sa course en s'écrasant contre un muret pour tirer ensuite sur tout ce qui bouge. Elle a également su imposer des personnages à la fois caricaturaux et charismatiques, tels que Marcus et Dom, renvoyant au fleuron du cinéma d'action hollywoodien des années 80. On pense ainsi à Commando et Predator, des films à punchlines ultra efficaces, remplis de types ultra musclés, qui auraient tout à fait eu leur place dans la team Delta. Techniquement, les Gears constituent aussi la démonstration éclatante du potentiel du moteur graphique d'Epic Games, le Unreal Engine. On n'est jamais mieux servi que par soi-même, un adage confirmé par Epic et la dernière évolution de leur moteur développé en interne. La saga a aussi su renforcer son côté multijoueur avec un certain brio, illustré par le fameux mode Horde, un mode survie épique, confrontant le joueur à des vagues d'ennemis toujours plus conséquentes. Mais elle a aussi démocratisé le concept du coop en drop-in, drop-out, permettant d'accueillir un joueur dans sa partie sans avoir à la quitter. On se demandait donc en prenant ce Gears of War 3 en main, quelles améliorations Epic et Microsoft allaient pouvoir apporter, quelle nouvelle direction ils allaient emprunter. Ah, ça déchire! Qu'est-ce que tu viens faire ici? Vous allez vous faire tuer tous les deux! Papa, viens! J'ai dit de sortir de là! Gears of War 3 débute 2 ans après la fin du 2. Après un flashback jouable en mettant en scène la mort du père de Marcus au tout début de la campagne en 5 actes, on apprend très vite que Adam Phoenix est bel et bien vivant. Si tu es vivant, j'ai besoin de ton aide. Oh bon sang. Cette fois, j'ai vraiment Marcus, besoin de ton aide. c'est ton père. Ouais, j'avais remarqué. Le scientifique aurait même un remède contre l'émulsion, la source d'énergie pour laquelle les humains se sont battus sur la planète Serra avant l'apparition des locustes. Sorti des entrailles de la planète,
ces derniers tentent d'éradiquer la race humaine, mais luttent également contre une nouvelle menace. Le contact prolongé avec l'émulsion a en effet causé des mutations au sein de leur rang, pour créer les Lambents, des créatures s'en prenant à la fois aux humains et aux locustes. Cette nouvelle menace est au cœur de Gears of War 3 et la campagne nous permet d'en apprendre davantage sur les raisons de l'invasion locuste et cette source d'énergie aux effets secondaires inquiétants. Le scénario de Gears of War 3 a visiblement fait l'objet d'un travail important. Narration syncopée à la Pulp Fiction, personnages plus travaillés, cinématiques interactives, les fans ont même été chauffés à blanc grâce aux comics. Sorti fin août 2011, Dirty Little Secrets, le 19e comic consacré à la licence chez DC, est le début d'un nouvel arc narratif en 6 volets, faisant le lien entre Gears 2 et Gears 3. On ne peut donc pas dire que l'histoire a été négligée, bien au contraire. Mais finalement, malgré tous les efforts consentis, il est difficile de réellement accrocher au scénar. Trop premier degré, mise en scène de façon souvent maladroite, le jeu réserve bien quelques bons moments, mais c'est insuffisant. La volonté de davantage se focaliser sur les personnages entraîne même une perte de rythme et Gears of War 3 s'avère finalement bien moins épique que Gears of War 2. On se rappelle ainsi du début en fanfare du second volet, de la scène excellente à l'intérieur du ver géant. Mais il est bien plus difficile d'isoler une séquence particulière du 3, qui enchaîne les séquences de massacre à grande échelle sans réellement parvenir à surprendre. Tout dépend de votre degré d'investissement dans l'histoire en fait. Si vous avez lu tous les comics, vibré avec les 2 premiers jeux, alors logiquement la campagne de Gears 3 devrait vous satisfaire. Question de goût. Qu'est-ce que c'est que ce truc? J'en sais rien, mais j'ai jamais vu un truc aussi dégueu. Le gameplay n'a quasiment pas bougé d'un poil. On retrouve la même interface avec 4 armes sélectionnables à l'aide de la croix directionnelle, ainsi que le cover system dynamique s'appuyant sur le stick gauche et le bouton A. La possibilité de recharger à toute vitesse, l'une des meilleures idées de la série, est bien sûr toujours présente. Plus fluide qu'auparavant, le jeu change surtout via la présence constante de 4 personnages. Désormais jouable jusqu'à 4 en coop via une connexion online, la campagne a réellement été pensée pour être jouée à 4. Si vous décidez de jouer à 2, en écran splitté par exemple, la présence de 2 personnages contrôlés par l'IA s'avère perturbante. Ils avancent vite, trop vite, et s'avèrent nettement plus résistants que vos personnages. Il n'est ainsi pas rare qu'une bombe explose pour mettre votre personnage à terre, alors que l'ordi juste à côté est encore debout. Résultat, on se fait souvent ressusciter par l'IA, ce qui diminue le plaisir de jouer à 2 et de s'entraider. Un problème aisément résolu en jouant à 4. Les armes sont comme d'habitude nombreuses et les munitions limitées, ce qui oblige le joueur à en changer régulièrement, puisqu'il ne peut porter que 2 armes principales, une arme de poing et un set d'une catégorie de grenades, dont les fameuses incendiaires qui font leur première apparition dans le jeu. Les amateurs de combat au corps à corps seront également ravis de pouvoir toujours tronçonner les ennemis à l'aide du Lancer, ou de les empaler grâce au Retro Lancer, une arme malgré tout délicate à utiliser vu le recul subi lors des tirs. Quant au sniper, magnifique, il permet de faire sauter les casques et les têtes avec un bonheur intact. On notera aussi l'apparition de nouvelles armes, comme le Digger et ses grenades souterraines, le One-Shot qui réduit à l'état de pulpe les ennemis, ou le canon Vulcain tellement énorme qu'il doit s'utiliser à 2. Nombreuses et variées, les armes possèdent toute une histoire et des skins différentes, mais on se retrouve souvent à devoir utiliser le Hammer Burst ou le Retro Lancer, faute de munitions suffisantes pour le Lancer. Heureusement, il est possible de procéder à des échanges avec les membres de sa team, et certaines armes lourdes peuvent être transportées durant un certain temps, sans occuper l'un des 4 slots de base. Parmi les grosses nouveautés, il sera possible d'utiliser à de rares moments un exosquelette appelé Silverback. De nouveaux rides sont également proposés, à bord d'un sous-marin par exemple, ou sur un dirigeable. Efficace, complète, la campagne propose des environnements et des séquences de jeu nombreuses, des changements de rythme bien vus, des passages un peu plus infiltration et différentes façons d'appréhender certains passages. Quant aux ennemis, de petits nouveaux particulièrement retors font leur apparition, comme les Lambents Berserkers, les Shriekers explosifs ou encore les Cantus en armure. Les ennemis possèdent tous un point faible qu'il faudra exploiter, histoire de ne pas gaspiller des munitions pour rien, ce qui confère au jeu un petit côté tactique des plus agréables. Doté d'une durée de vie conséquente, une douzaine d'heures de jeu environ pour ceux qui tenteront d'explorer les niveaux pour récolter munitions et objets cachés, Gears of War 3 en solo est incontestablement une réussite. D'autant plus que la campagne peut aussi se jouer en mode arcade, ce dernier étant davantage orienté scoring avec combos multiplicateurs et compagnie.
Quel que soit le mode de jeu choisi, des points d'expérience sont attribués pour changer de niveau et gagner l'accès à tout un tas de bonus, comme des skins pour les armes ou les personnages par exemple. Mais le point fort de ce Gears 3 est incontestablement sa dimension multijoueur, peaufinée à l'extrême, paramétrable et ultra complète. Jouable jusqu'à 10 en ligne, les modes zone de guerre, exécution, domination et ailier sont toujours là, chacun avec leur spécificité. Deathmatch, King of the Hill, jeu en équipe ou non, avec ou sans nécessité d'exécuter ses adversaires, l'essentiel est là. Capture the Leader, quant à lui, propose de prendre en otage un membre de l'équipe adverse pendant un laps de temps déterminé, tandis que Match à mort est un team deathmatch, mais avec un pool de vie par équipe, chacune se voyant attribuer un nombre de respawn dans lequel piochent tous les joueurs. Une façon intelligente de pallier la frustration ressentie en mode zone de guerre, où un joueur fragué trop vite passera son temps à regarder ses partenaires jouer en mode spectateur. Mais le mode qui a le plus évolué est incontestablement le fameux Horde. Désormais, il ne suffit plus de résister à des vagues d'ennemis. Il faut aussi se barricader, poser des tourelles, installer des leurres, piéger les environs et acheter ses armes en fonction de l'argent récolté à la fin de chaque vague. Il est même possible d'acquérir le fameux Silverback. Et toutes les 10 vagues, un boss fait son apparition. En plus de ce mode jouable jusqu'à 5 joueurs, le mode Horde inversé a même été ajouté, où l'on jouera désormais les locustes. Tout simplement énorme, d'autant plus que l'on peut incarner de nombreux monstres, ces derniers se débloquant en fonction de divers paramètres, dont votre niveau d'expérience. À chaque tour, vous gagnez de l'argent, et il est possible de respawner dans la peau d'un autre monstre une fois que l'on est mort, ce qui arrive souvent lorsque l'on joue un ticker. Il est mort. Mais il nous a sauvés. Arrangeons-nous pour que sa mort n'ait pas été vaine. Gears of War 3 est un blockbuster ayant tenté de miser sur un supplément d'âme. Les fans hardcore seront sans doute touchés, les autres, appréciant avant tout le gameplay rodé de la série, le seront moins. L'effort est néanmoins louable, même si on aurait apprécié un peu plus d'humour et des séquences réellement débridées, aussi épiques que non-sensiques, à l'image de la fameuse scène à l'intérieur du ver géant, où l'on tranchait de leur terre, jusqu'à se noyer ou presque dans le sang de la bête. Là où un God of War 3 lâchait la bride, on sent que Gears 3 cherche à se trouver une certaine respectabilité qui ne sied pas forcément à une série jusque-là caricaturale et bêtement jouissive. Bref, jugement totalement subjectif, le jeu se prend un peu trop au sérieux et c'est dommage. D'un point de vue technique, Gears 3 est beau, fluide et doté d'un bon framerate, malgré de menus ralentissements lors des checkpoints. Même à 2 en écran splitté, le jeu reste fluide. Le niveau de difficulté général, en revanche, a été revu à la baisse par rapport aux 2 volets précédents, et il est conseillé de jouer en mode hardcore pour qui veut un minimum de challenge. D'autant qu'à 4, il y a toujours quelqu'un pour nous ressusciter. Sympa sans plus en solo, mais carré, varié et toujours très beau, le jeu devient furieusement addictif en multi. C'est bien simple, les joueurs à avoir lancé directement le mode Horde sans même passer par la case campagne sont de plus en plus nombreux et on les comprend. En multi, Gears 3 déchire. Les problèmes de lag du 2 ont été résolus grâce à des serveurs dédiés et on n'a aucun mal à trouver des partenaires ou des adversaires à son niveau. Là où la campagne propose une durée de vie avoisinant la dizaine d'heures, le multi en propose des centaines. Et rien que pour ça, Gears 3 vaut le coup, quoi qu'on puisse lui reprocher. Voilà, vous venez de voir la critique de Gears of War 3. Il y a un truc qui est assez marrant, c'est un peu, on en discutait avec Médoc, c'est la magie de la télé. C'est-à-dire, on n'a absolument aucune idée de ce qui a été dit dans la critique. Donc c'est le pire, c'est que c'est moi qui l'ai écrit. Ouais. Et je ne sais pas du tout ce que je pense du jeu, tout simplement parce qu'on tourne ces plateaux, mais bien avant d'avoir fait la critique. Comme des professionnels. Ah, voilà. Et donc c'est assez fort parce qu'on est là, genre vous venez, vous savez exactement ce qu'on pense de Gears of War 3, mais nous pas. Nous, on sait pas ce que vaut le jeu, quoi. Donc on va conclure cette émission en espérant que le jeu valait quand même le coup, que la critique était sympatoche, et qu'ils ont sorti quand même un blockbuster cool pour les fans de la série. Et puis voilà quoi, on se donne rendez-vous dans 15 jours avec un joli contenu, donc on aura la critique de Rage, on aura également celle de The Cursed Crusade, on aura un 3 minutes pas plus, on aura des petites surprises très certainement de la part d'Alex, donc on n'en dit pas plus, c'est des surprises, et puis on se donne rendez-vous donc classé du plus dans 15 jours. Je vois les surprises, Thierry. Non, ouais mais c'est des surprises, il faut pas spoiler. Ok. Spoiler, on peut pas s'empêcher.